Alors, bienvenue à cette rencontre Liège Créative et merci de nous avoir rejoints en nombre pour cette conférence consacrée aux filières de valorisation des panneaux photovoltaïques. C'est notre avant-dernière conférence de la saison, une saison un peu particulière. Elle l'a été pour tout un chacun, je pense. On aura quand même finalement présenté une cinquantaine de thèmes, tous en ligne. Alors, dans nos objectifs et dans ce qui nous motive, il y a évidemment d'être au service des enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, qu'ils soient sociétaux, climatiques, environnementaux. Et on sait que ces enjeux concernent évidemment tous les acteurs de l'innovation. Donc, une large part de notre programmation est consacrée aux défis et aux enjeux de la transition énergétique. Et aujourd'hui, on ouvre un autre volet de réflexion qui s'inscrit dans ce vaste champ de la transition énergétique avec la question de la gestion des équipements arrivés en fin de vie. Que faire par exemple de l'important et croissant gisement de panneaux photovoltaïques usagés? C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Et nous avons réuni deux intervenants à la tribune aujourd'hui pour en parler. Alors, ils se connaissent depuis un certain temps puisqu'ils ont contribué l'un et l'autre notamment à un important projet du plan Marshall qui a été lancé il y a une petite dizaine d'années, en tout cas il y a déjà un certain nombre d'années. C'est le projet Solar Cycle, ils vont l'évoquer, donc je ne vais pas en dire davantage, mais en tout cas, il réunissait déjà l'Université de Liège, l'ULB a été mêlé au projet, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas a été mêlé au projet également, Comet Traitement, donc qui est avec nous aujourd'hui, et RECMA. Je laisserai nos intervenants en parler davantage, mais tout ceci pour vous dire que ils se connaissaient et donc ils ont déjà collaboré. Et donc je vous présente nos deux intervenants. Grégory Lewis, que vous voyez, il va nous faire un petit signe. Merci Grégory, bonjour. Grégory est ingénieur R&D chez Comet Traitement, un groupe industriel belge actif dans le secteur des métaux ferreux, non ferreux et leurs dérivés. Et alors l'entreprise qui cultive vraiment une forte culture de l'innovation se positionne aujourd'hui comme un des leaders du recyclage de ces matières en Europe. Et à ses côtés, Frédéric Boschini. Alors, à mon écran, ils sont vraiment côte à côte, mais je ne sais pas chez vous. Mais voilà, Frédéric nous fait signe. Bonjour et merci d'être là également. Frédéric est docteur en sciences chimiques à l'Université de Liège, R&D Powder Manager au sein du laboratoire GreenMat, qui est un groupe de recherche de l'ULiège, donc en énergie et environnement à partir des matériaux. Je vais maintenant tout de suite céder la parole à Grégory Lewis, qui va d'abord un petit peu nous rappeler le contexte général de cette problématique, évoquer les gisements, rappeler l'historique aussi du projet Solar Cycle que j'ai évoqué, et puis nous poser déjà quelques enjeux avec le regard industriel qu'il a. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Buchet pour son invitation et pour nous laisser l'opportunité d'échanger sur la thématique importante, me semble-t-il, de la gestion des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Thématique importante, pourquoi? Premièrement, ça, vous le savez tous, les panneaux photovoltaïques font partie du mix énergétique nécessaire pour la sortie des énergies fossiles. Ça, c'est une première chose. C'est un gisement qui est en constante évolution et croissance. Donc, on a affaire à un gisement croissant. Pourquoi? Parce que de plus en plus de capacités photovoltaïques sont requises justement pour sortir des énergies fossiles, mais aussi parce qu'on est face aujourd'hui au premier parc photovoltaïque utilisant des technologies de première génération qui aujourd'hui sont pour la plupart désuètes et qui nécessitent leur remplacement. Donc, ces deux facteurs font qu'on est vraiment sur un gisement en pleine croissance et à croissance rapide. Sur tout ça est venu se greffer un cadre régulatoire, donc un cadre législatif que j'évoquerai aussi dans ma présentation. Et dernier point, mais pas des moindres, c'est que, et ça je pense que vous en êtes conscient, dans la conception des panneaux photovoltaïques interviennent des métaux variés, précieux et pour la plupart critiques. Et donc une transition énergétique propre, respectueuse de l'environnement et
Et préservant les ressources va de pair avec un recyclage adéquat, optimal de ces panneaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous développerai la filière mise en place par Comet Traitement et ses partenaires, essentiellement RECMA et ses partenaires du projet SolarCycle, dans mon exposé. Tout d'abord, un slide sur ce parc photovoltaïque et sa croissance. En 2020, on parle d'une augmentation des capacités installées de 11%, ce qui est important. À l'échelle européenne, on est sur 19 gigawatts-crête installés en 2020. La Belgique n'est pas en reste. Si on regarde un classement des capacités installées par tête d'habitants à l'échelle européenne, la Belgique arriverait troisième de ce classement. Donc, ça veut dire qu'en Belgique, le photovoltaïque est déjà bien implanté. Et ce qui veut dire que d'ici quelques années, donc si on considère une durée de vie de ces panneaux de 20 à 25 ans, d'ici quelques années, on va se retrouver avec une masse de panneaux photovoltaïques sur le dos à traiter, à valoriser pour pouvoir assurer la continuité de cette transition énergétique sans épuiser complètement nos ressources. Donc voilà un petit peu la problématique, le cadre en tout cas. Alors, comme je vous le disais, il y a un cadre législatif qui est venu se greffer sur tout cela. En 2012, une directive D3E qui est émise par l'Union européenne et qui fixe un peu un cadre ou des recommandations pour la gestion des D3E arrivés en fin de vie. Cette directive a été élargie aux panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'était une première étape dans le cadre dans lequel doit s'inscrire la gestion de ces panneaux photovoltaïques. En 2014, cette directive est entrée en vigueur en Belgique. En 2016, PV Cycle Belgique a vu le jour, en tout cas c'est structuré, et une cotisation de 2 € par panneau mis en service a été insérée dans la boucle. Cette cotisation a pour but de financer la gestion de ces panneaux arrivés en fin de vie, la gestion au sens large. Ça va depuis la collecte jusqu'au traitement et au recyclage, en passant par toutes les charges administratives qui tournent autour. Donc ça, là, on est en 2016. Plus récemment, donc 2016 pour la Flandre, 2019 pour la région de Bruxelles-Capitale et 2021 pour la région wallonne, les conventions environnementales ont été signées entre ces différents acteurs de manière à fixer un cadre clair et à imposer une obligation de reprise de ces panneaux dans les différentes régions. Pour votre information, depuis 2018, une imposition de 85% de valorisation, d'un taux de valorisation de 85% et de 80% de recyclage sont imposés. C'est-à-dire que sur 100 kg de panneaux traités, on a l'obligation d'en valoriser 85 kg. Et donc, en 2012 déjà, et j'insiste sur cette date parce que si on revient au slide précédent, 2012, on en est à une directive européenne qui est élargie aux panneaux photovoltaïques. Donc, c'est vraiment le tout début du cadre, je vais dire, cadre législatif qui va imposer des choses sur la gestion des panneaux photovoltaïques. Dès 2012, RECMA, Comet et deux partenaires académiques que sont le laboratoire Format et Greenmat de l'Université de Liège ont décidé de s'associer pour introduire un projet, le projet SolarCycle, auprès de la région wallonne. Donc, c'est un projet financé par la région wallonne et soutenu par le pôle Mécatech. Donc là, on est en 2012, début du projet SolarCycle, visant à développer des filières de collecte et de valorisation de ces panneaux photovoltaïques. Alors, juste pour présenter rapidement les différents partenaires de ce projet, vous retrouverez RECMA, qui est un acteur industriel liégeois
active dans le tri et la valorisation de déchets ménagers et industriels, mais qui prône surtout le recours à de la main-d'œuvre en insertion socio-professionnelle. Et ça, c'est important quand vous allez regarder un peu dans notamment ces conventions environnementales. L'accent est mis assez fort sur l'aspect social également, pas uniquement le technique, le social également. Et donc ça prend tout son sens dès à présent. Le deuxième acteur est Comet Traitement que je représente aujourd'hui et dont le core business est le traitement et la valorisation des résidus de broyage. Comet Traitement fait partie du groupe Comet, groupe Comet qui plus largement est actif sur le recyclage et la valorisation de ferraille de collecte notamment, mais aussi de déchets d'équipements électriques et électroniques, de véhicules hors d'usage. Et depuis quelques années maintenant, et le projet Solar Cycle en est le meilleur exemple, on essaye d'adapter nos technologies, de s'ouvrir vers les gisements de demain, à savoir, comme exemple, les panneaux photovoltaïques, mais pas seulement. Depuis 2 à 3 ans, on est très actif sur tout ce que sont les gisements relatifs à la mobilité électrique légère ou lourde. Donc, tout ce qui est trottinette électrique, véhicule électrique, tout ça entre aujourd'hui dans les compétences de Comet Traitement avec des centres certifiés pour le traitement, la prise en charge de ce type de déchets. Et donc, les 2 partenaires industriels se sont entourés de 2 partenaires académiques. Donc, le laboratoire de l'ULB Format, dont les compétences sont plutôt liées à des caractérisations de matériaux au sens large, alors que le laboratoire GreenMat de l'Université de Liège, lui, a développé des compétences pointues dans la caractérisation des surfaces de matériaux. Et donc, ce projet Solar Cycle s'est axé principalement autour de 3 axes principaux. Le premier était la mise en place d'un réseau de collecte et la mise en place aussi d'un centre de regroupement où les panneaux collectés seront traités en attente, stockés et conditionnés en attente de leur traitement. Ça, c'est le premier volet du projet Solar Cycle qui a notamment abouti sur un nouveau hall de regroupement dans les ateliers de RECMA. Deuxième axe, c'est la conception et la mise en opération d'un procédé de démantèlement que je détaillerai tout à l'heure. Et là, on est vraiment déjà sur la première étape du traitement des panneaux qui arrivent dans nos installations. Donc, ça va être l'extraction de certains composants qui peuvent être facilement extraits plutôt que de rentrer dans des filières derrière plus fines de séparation. Je reviendrai par la suite. Le troisième axe, et ça c'est un axe qui applique directement Comet Traitement, c'est le raffinage et la purification des matériaux contenus notamment dans les feuillets, donc les feuillets multicouches des panneaux photovoltaïques. Et donc là, on est sur un axe nettement plus technologique, et donc je vais un peu le détailler dans ce slide. 4 approches, approches technologiques ont été abordées. Les premières ont trait plutôt à la désencapsulation. Donc, dans les feuillets, vous avez une succession c'est comme un millefeuille, hein, vous avez une succession de couches, du verre, des métaux, des gaufrettes de silicium, une couche de polymère en dessous. Et donc, tous ces éléments ne peuvent être efficacement recyclés que s'ils sont séparés les uns des autres. Et donc, avant de pouvoir les trier, il faut les libérer. Donc, il y a une opération qu'on appelle désencapsulation, qu'on aurait pu appeler libération. Et pour ce faire, plusieurs pistes ont été étudiées. La première, c'est une désencapsulation mécanique. Donc là, on parle de broyage. Ça a été étudié, ça a été validé. Les résultats ont été assez prometteurs. J'y reviendrai par la suite également. Une deuxième approche plus technologique encore a été d'appliquer une méthode de désencapsulation chimique à l'aide de solvants.
on va parler de Solvolyse, qui a donné également des résultats convaincants, évidemment avec un coût nettement plus important qu'un broyage classique. Mais les résultats obtenus ont été prometteurs. D'autres pistes ont été étudiées, comme le broyage cryogénique, donc à très basse température, la libération électrique, donc par impulsion électrique. Ça a été assez peu concluant. De même que la libération thermique, où le rapport coût-qualité n'a pas permis de développer plus cette technologie. Là, on parle plus de combustion qui impactait la qualité du silicium derrière et avec un coût important. Donc, ces trois voies-là n'ont pas été poursuivies. On s'est focalisé sur la solvolyse et sur la désencapsulation mécanique. Derrière tout ça, deux autres concepts ont été développés. Le premier est la purification de l'argent par voie hydrométallurgique. Donc, je reviendrai de nouveau par la suite, mais les connecteurs sont composés essentiellement de métaux précieux, de l'argent, et nous avons développé un procédé de mise en solution, de dissolution de l'argent par voie hydrométallurgique, et puis purification et redépôt de cet argent. Les résultats ont été concluants. De nouveau, on est sur des coûts importants pour mettre en place ce type de technologie. La dernière approche a été une approche de surfaçage, donc de traitement de surface des gaufrettes de silicium extraites par solvolyse. Là, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes et donc on a dû abandonner cette piste-là. Mais donc, en résumé, on reste bien sur deux voies de libération concluantes que sont la libération mécanique et la libération par solvolyse, avec un potentiel d'industrialisation derrière et également une technique de purification de l'argent par hydrométallurgie qui a également fait ses preuves et qui pourrait être industrialisée par la suite. Je souhaite également mentionner que ce projet SolarCycle et son positionnement ont permis de déposer deux nouveaux projets, l'un à l'Europe, l'autre à la région, en vue d'aller plus loin encore dans la purification ou dans l'utilisation des produits du recyclage de ces panneaux. Le premier projet est un projet répondant à l'appel, un projet Win2Wall, qui est le projet pur silicone qui a été rentré à la région par GreenMat. Je n'irai pas plus dans le détail de ce projet-là dans la mesure où M. Bocchini vous en parlera lors de son exposé. Le deuxième projet est un projet européen répondant à l'appel à projet H2020 qui a plutôt trait à la valorisation des métaux précieux issus du recyclage des panneaux photovoltaïques. Et donc là, clairement, on a pu se rendre compte qu'à l'échelle européenne, des consortiums ou des sociétés disposant d'un gisement de panneaux photovoltaïques et bien implantés sur le traitement des panneaux photovoltaïques, ça ne court pas les rues. Et donc là, on a été approché pour rentrer dans ce projet européen. À la suite du projet SolarCycle, donc là, on est en 2017-2018, les partenaires RECMA et Comet Traitement ont décidé de s'associer au sein d'un groupement d'intérêt économique à finalité sociale. Pourquoi? Parce que notre souhait était de nous positionner assez rapidement comme fournisseur de technologies, fournisseurs de services pour le recyclage des panneaux photovoltaïques. Et donc, très clairement, toutes les avancées du projet SolarCycle, telles que la solvolyse ou la purification de l'argent, n'ont pas pu être intégrées dans cette filière directement. Pourquoi? Parce que tout simplement, les volumes n'étaient pas là. Et face à des volumes, à des coûts opératoires importants et des coûts d'investissement importants également, si vous n'avez pas un volume seuil, il est compliqué d'être rentable. Or, la filière qu'on voulait mettre en place devait être rentable et c'est pour cette raison
nous avons décidé avec RECMA de capitaliser sur le savoir-faire de Comet Traitement et de RECMA en termes de démantèlement et de tri pour fournir assez rapidement une solution complète intégrée de recyclage des panneaux photovoltaïques technologie silicium. C'est vrai que là, je n'ai pas été clair. Le projet Solar Cycle s'est focalisé sur une qualité, une variété de panneaux photovoltaïques. Ce sont les panneaux de la technologie silicium, que ce soit les silicium amorphes ou les silicium cristallins. Mais les deux autres types de panneaux ne font pas partie de notre scope dans la mesure où on n'a pas pu développer un savoir-faire dessus. Donc aujourd'hui, je vous parle des panneaux photovoltaïques technologie silicium et rien d'autre. Alors, un petit peu de théorie, je pense que je vais quand même aller assez vite sur ces slides-là, parce que probablement que la plupart d'entre vous connaissez déjà pas mal le sujet. Mais donc, OK, d'abord un mot sur la typologie des panneaux. On a grosso modo 4 types de panneaux. Des panneaux photovoltaïques silicium amorphes, des panneaux silicium cristallins, des panneaux au tellure de cadmium et les panneaux couche mince, technologie indium, gallium, sélénium. Comme je l'ai dit, les technologies silicium, elles représentent grosso modo aujourd'hui 90% des panneaux arrivés en fin de vie. Et ça représente l'intérêt du groupement Solar Cycle aujourd'hui. On n'a pas développé suffisamment de savoir-faire sur les autres types de panneaux que pour se positionner dessus. Donc, on a préféré rester dans un domaine que nous connaissions et pour lequel nous avions développé du savoir-faire. Et donc, je le rappelle, aujourd'hui, je vous parle du recyclage des panneaux de la technologie silicium. Alors, dans un panneau, que va-t-on retrouver? Premièrement, de l'aluminium. Donc, le cadre autour des feuillets est en aluminium. Il représente entre 15 et, j'ai vu, 18% d'aluminium. Donc, c'est une part non négligeable de la valeur d'un panneau. Mais nous retrouvons également toute une série de métaux non ferreux qui peuvent être démontés assez rapidement. Donc, c'est toute la connectique, du câblage, des onduleurs. Tout cela peut être manuellement extrait et valorisé via des filières de fonderie classiques. Et ensuite, la part la plus importante d'un panneau, évidemment, représente la couche de verre, qui, en fonction des types de panneaux, va représenter entre 65 et 80% de la masse d'un panneau. Donc, clairement, le verre a son importance dans la boucle du recyclage de par sa masse. Un autre élément contenu et très visible dans un panneau, ce sont les gaufrettes de silicium qui vont être intimement liées à des métaux précieux, surtout de l'argent, que ce soit par des sérigraphies de connecteurs secondaires directement sur les gaufrettes de silicium, ou bien au sein des collecteurs primaires, hein, qui sont sur la photo ici, ce sont les bandes argentées les plus épaisses, qui, elles, sont composées de cuivre et d'argent. Et finalement, dans un panneau, qu'est-ce que vous retrouvez à l'arrière comme support de ces gaufrettes et comme protection également? Vous retrouvez ce qu'on appelle une backsheet qui est composée d'un polymère chargé en retardateur de flamme. Donc ça va représenter de l'ordre de 10% du poids, peut-être un peu moins d'un panneau. Mais donc ça aussi, ça doit être intégré dans la réflexion de recyclage parce que c'est un composant à part entière du panneau. Voilà, je pense avoir fait le tour sur la composition d'un panneau. Maintenant, je voudrais vous présenter un peu la filière mise en place par le groupement Solar Cycle. La première partie est une partie très, très importante, c'est la collecte et le stockage. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, PV Cycle
est actif en Belgique depuis 2016, mais les conventions environnementales viennent d'être signées, et donc ça laisse entrevoir des futurs appels d'offres pour la gestion des panneaux photovoltaïques qui seront pris en main par PV Cycle. Et donc nous, clairement, on attend cela avec impatience pour voir augmenter les volumes de panneaux collectés et traités par notre groupement. Et donc, ça, c'est pour la partie collecte. Ensuite, comme évoqué précédemment, tous ces panneaux sont stockés dans les installations de RECMA en attente de leur démantèlement. Le démantèlement, justement, ici je vais vous proposer une petite vidéo de 30 secondes qui va vous illustrer un peu comment est réalisé ce démantèlement. Mais donc, que va-t-on démanteler tout d'abord? Eh bien, le châssis, le cadre en aluminium tout autour du feuillet, mais également tous les composants qui ont une valeur suffisante qui pourraient être extraits manuellement, directement. On ne va pas chercher à aller broyer des éléments qui peuvent être facilement retirés à la main. Et donc là, il y a deux facteurs qui interviennent. Il y a un premier, c'est la main-d'œuvre en réinsertion socio-professionnelle qui est employée par RECMA. Donc ça, c'est l'aspect social du groupement qui est très important aussi. Et d'un autre côté, c'est ce prototype, donc cet outil semi-automatisé qui permet d'extraire le châssis en aluminium de façon sécurisée et avec une cadence plus intéressante. Okay, donc ici, je vous propose la vidéo que je vais lancer. J'espère que vous aurez bien le son. Voilà, vous voyez hein, donc le personnel de RECMA qui positionne le panneau sur un prototype développé justement dans le cadre du projet Solar Cycle financé par la région et soutenu par le pôle Mécatech. Et il est équipé de 4 vérins qui assurent l'extraction du châssis en aluminium. Voilà. Alors, une fois que le châssis est extrait, il est collecté par les travailleurs et puis remis reconditionné. Voilà. Et puis, il est reconditionné pour être envoyé vers une filière spécifique, typiquement une fonderie d'aluminium. Là, on est sur des qualités d'aluminium vraiment très propres. Et donc, on n'a aucun mal à valoriser ce type de produit. C'est après que cela se complique un peu. Donc, une fois que vous avez extrait le châssis en aluminium et la connectique, il vous reste le feuillet. Et évidemment, c'est là que Comet intervient parce qu'avant de pouvoir envisager une quelconque séparation, vous devez libérer les différents composants. Et là, typiquement, on est dans le métier de Comet Traitement. Et donc, on va d'abord avoir une première étape de broyage de ces panneaux, de manière à réduire les panneaux en plus petits fragments et surtout de libérer les différents composants les uns des autres. Libérer le verre des métaux, libérer le silicium de la couche de polymère et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment de libérer par broyage tous les composants, éviter le surbroyage parce que produire du verre trop fin n'a pas spécialement d'intérêt. Donc, on va être en permanence dans de l'optimisation de façon à ne pas surbroyer, mais broyer suffisamment pour libérer malgré tout les différents composants. Ça, c'est une chose. Après, quand vous avez un produit broyé, ça peut rentrer dans les outils de séparation de Comet Traitement. Donc, depuis 2002 et la création de Comet Traitement, nous avons développé toute une série d'outils de séparation de résidus de broyage. Et typiquement, dans un résidu de broyage, qu'est-ce que vous retrouvez? Des métaux, ferreux, non ferreux. Vous allez retrouver aussi des plastiques, d'autres matières polymères, mais aussi des minéraux. Okay, donc, quand vous broyez chez Comet une voiture, vous broyez également son pare-brise. Vous broyez ses vitres. Quand vous broyez une machine à lessiver, vous allez broyer une vitre également. Vous allez broyer le lest sous la machine à lessiver, donc un bloc de béton. Et donc, toute cette fraction, une fois broyée,
va former une fraction qu'on appelle minérale et pour laquelle Comet a développé une ligne de séparation, de purification de cette fraction minérale qui ensuite est revalorisée dans des filières de génie civil. Et donc, ça, c'est l'exemple d'une ligne de purification de verre, de sable, mais on a des outils similaires pour séparer les métaux. Une ligne également pour purifier les métaux. Et donc, c'est l'ensemble de toutes ces lignes de traitement spécifiques qui vont permettre également sur ces panneaux photovoltaïques de produire différentes fractions, dont la principale, évidemment, est une fraction de verre, mais nous allons produire deux qualités de verre, un verre plus grossier tel qu'illustré ici, mais également un verre plus fin qui peut être qui est également valorisé. Nous allons produire un concentré métallique riche en métaux précieux, qui, lui, va réintégrer des filières de fonderies, typiquement des fonderies telles que, je prends l'exemple du Umicore, c'est celui qui vient à l'esprit directement, mais Umicore est friand de métaux précieux, c'est leur métier de base, et donc ce type de produit est très facilement écoulé vers ces filières-là pour le moment, et également valorisé avec des rendements intéressants. Évidemment, ce qui a été développé dans le cadre de Solar Cycle, justement, est la purification de cet argent. Et donc, à terme, quand le gisement sera suffisant, l'idée est d'adapter notre technologie, de lui apporter des modules complémentaires pour aller séparer le cuivre de l'argent, par exemple. Bon, on a parlé de broyage. Je vous ai dit, quand on broie, il est difficile de calibrer parfaitement le broyage. Donc, après un broyage, on a toujours un criblage qui va permettre de sortir un verre grossier d'un verre fin, mais on a la même approche pour les métaux. On va vous sortir des métaux plus grossiers, mais également des métaux plus fins qui seront également très bien valorisés vers des filières de fonderie, avec la particularité que dans ce type de concentré, dans l'état actuel des choses aujourd'hui, on va y retrouver également le silicium, ou une partie du silicium qui, à ce jour, est valorisé, certainement pas à sa meilleure valeur, mais est valorisé avec le concentré métallique. Et donc, évidemment, le potentiel derrière sera de purifier ce silicium, et on y travaille notamment avec le projet que M. Bocchini va vous présenter. Le projet est de purifier ce silicium pour le réintégrer vers des filières de valorisation plus nobles que ce qui se fait actuellement. Mais ça, là, on parle pour le silicium je pense, de mémoire 1% du poids d'un panneau. C'est assez faible, mais par contre, c'est un élément dont l'extraction est très demandeuse en termes énergétiques. Et donc, il y a un attrait à évidemment sortir ce silicium pour épargner derrière nos ressources. Alors, je ne les ai pas oubliés, mais il y a aussi effectivement la fraction organique. La fraction organique, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais depuis 2009, Comet Traitement a développé le procédé Phoenix. Le procédé Phoenix, qui a pour but de valoriser énergétiquement les résidus de broyage organique issus d'activités de Comet Traitement. Typiquement, le type de résidu organique qu'on obtient via cette filière est intégrable dans cette filière Phoenix qui va viser à convertir un résidu organique solide en un résidu organique liquide, donc typiquement un carburant, qu'on va purifier, notamment pour son silicium contenu, et qui derrière sera brûlé dans un moteur de cogénération pour produire de l'électricité et de la chaleur. Et donc, un des sous-produits de ce procédé sera toute la charge minérale qui peut se retrouver dans ces organiques, et notamment aussi un charbon, un résidu carboné fin dont le potentiel peut être notamment d'être utilisé comme agent réducteur en sidérurgie. Donc ça, voilà, ça c'est le cadre Phoenix.
pour lequel ce résidu organique peut être appliqué pour encore davantage augmenter la valorisation principalement énergétique et atteindre derrière des taux de valorisation. Bon, aujourd'hui, on atteint un taux de 86%. Avec cette étape complémentaire Phoenix, on peut viser, je pense, sans trop se risquer, des taux de valorisation supérieurs à 95%. Bon, un slide ici pour vous signaler, pour rappeler qu'aujourd'hui, les derniers développements de notre filière dépendent du volume qu'on va pouvoir capter. Et donc là, effectivement, l'acteur clé sera PV Cycle et son réseau de collecte sur la Belgique. Solar Cycle n'a pas attendu la collecte en Belgique. On a essayé de collecter aussi de notre côté quelques panneaux, mais c'est vrai que le gisement n'est pas encore, je pense, là sur la Belgique. En tout cas, les volumes ne sont pas encore là. Par contre, sur la France, c'est une autre affaire. On avait remis prix en 2019 sur l'appel d'offres PV Cycle. Malheureusement, on a terminé deuxième, donc on n'a pas eu le gisement. C'est Veolia qui a eu le marché. Par contre, assez rapidement, on s'est rendu compte que Veolia ne savait pas accepter ce qu'ils auraient dû accepter. Et donc, on a été ressollicité par PV Cycle France pour traiter ponctuellement des lots de panneaux photovoltaïques. Donc, cela nous a permis de faire mûrir notre technologie, de développer des filières, des exutoires. Et donc, tout cela nous a été très bénéfique. Évidemment, cela nous permet aujourd'hui d'attendre avec sérénité et force le prochain appel d'offres de PV Cycle en Belgique. Et donc, je pense être positionné assez bien pour essayer d'accroître davantage nos volumes. On n'oubliera pas également notre réseau peut-être plus local, à l'échelle wallonne, en tout cas liégeoise, via des partenariats B2B qui pourraient perdurer. Ici, un slide pour montrer l'évolution assez importante ces 2 dernières années, principalement dopée par les lots dont on a bénéficié via le marché français. Donc, on voit qu'on est passé, à l'issue du programme Solar Cycle, je vous ai dit, on a mis en place un outil de collecte qui nous a permis de collecter quelques unités, mais voilà, à côté d'un marché structuré tel que celui de PV Cycle, on voit que directement le fait d'intégrer ce genre de réseau permet de doper les collectes et donc les volumes traités aussi. Et donc nous, la continuité de notre filière passe par les réseaux PV Cycle. Donc, on compte vraiment sur cela pour développer encore davantage notre réseau. Pour information, on s'est repositionné sur l'appel d'offres 2021 de PV Cycle France. On attend les résultats. Et donc, j'en arrive aux enjeux, en tout cas aux enjeux pour Solar Cycle. Évidemment, comme je viens de l'expliquer, nous avons développé les volumes, les marchés en amont pour essayer de capter un maximum de volume. On a une filière technique qui tient la route, ça c'est clair. Maintenant, une filière technique est nécessaire mais ne suffit pas. Il nous faut les volumes en amont, mais il nous faut aussi développer les filières en aval. Avec les volumes qu'on a aujourd'hui, les filières existantes de Comet permettent d'écouler les volumes. Nos produits, pardon, mais si on arrive prochainement avec des bonnes nouvelles sur le marché français, sur le marché belge, on va vite se retrouver avec des volumes pour lesquels on aura besoin de diversifier nos exutoires. Et pour nous, clairement, notre volonté est de boucler la boucle pour un mieux et donc d'essayer de rentrer directement, de réintégrer, en tout cas pour le verre, les filières des verriers. Donc, des contacts ont été initiés avec certains verriers. Je vois qu'aujourd'hui, dans l'Assemblée, je pense que AGC est très bien représenté, ce qui me réjouit. Donc, voilà, c'est aussi un peu l'objet de ma présence aujourd'hui, c'est de tendre des mains
parfaire un peu notre réseau et être prêt le jour où les volumes seront à nos portes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je me tiens à votre disposition pour toute question. Et une fois de plus, je remercie Liège Créatif pour l'invitation. Merci beaucoup, Grégory. Merci pour ton exposé et de nous avoir présenté le projet, le regroupement et les enjeux de Solar Cycle. Je propose de passer tout de suite à la seconde présentation et donc d'écouter Frédéric Boschini, donc, que je vous ai présenté, qui travaille au sein du laboratoire GreenMat et qui va prolonger certains points qui ont déjà été évoqués par Grégory et amener le point de vue de la recherche. Merci à tous. Donc, je suis heureux d'être aujourd'hui avec vous pour vous parler finalement de la valorisation des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Alors, ma présentation, elle sera beaucoup plus technique, beaucoup plus technologique que celle de Grégory. C'est normal, son université. Donc, notre objectif, c'est aussi de faire de l'innovation technologique. Et donc, je vais rentrer de manière un peu plus fine dans les processus et les technologies qui ont été essayées, qui ont été développées dans le cadre du projet Solar Cycle. Alors, qui parle de recyclage, évidemment, doit systématiquement parler du potentiel de réutilisation d'un UPV, donc d'un UPV, d'un panneau photovoltaïque. Alors, dans le projet Solar Cycle, nous avons débuté le projet en considérant qu'une partie du flux de ces panneaux pouvait éventuellement rejoindre une filière de seconde main, ce qui est tout à fait logique lorsqu'on veut recycler de manière générale. Pour ce faire, ce que nous avons fait, nous avons commencé à catégoriser les panneaux que nous recevions. Une partie des panneaux qui étaient faiblement abîmés ou pas abîmés du tout, qui représentent plus ou moins une dizaine de pourcents du flux, et alors le reste des panneaux qui sont fortement endommagés, verres brisés éventuellement, parfois même on recevait des panneaux sans cadre. Alors, sur les panneaux qui étaient faiblement endommagés, on les a passés en électroluminescence. Donc, l'objectif était de les caractériser pour voir finalement quel était réellement l'état. On les a cartographiés, c'est un peu l'idée. On les a cartographiés. Et quand on les cartographie, c'est les images que vous voyez, on constate que bien que ces panneaux semblent en bon état, une partie non négligeable des cellules à l'intérieur de ces panneaux sont brisées. Parfois même, il manque des morceaux. Alors, ce qui rend évidemment compliqué de réintégrer ces panneaux dans une filière de réutilisation. Ce qui nous oblige aussi à nous poser la question, évidemment, de mettre en place comment gérer cette récupération. À l'heure actuelle, les panneaux sont récupérés dans des centres de tri, mais on n'a aucune mainmise sur la gestion, vraiment la formation des opérateurs qui doivent récupérer ces panneaux. De plus, quelle garantie pourrions-nous offrir à la réutilisation d'un panneau solaire qui placerait sur son toit un panneau sans garantie, alors qu'on sait qu'un panneau solaire généralement est placé sur un toit pour 5, 10 ou 20 ans. Donc, ça ouvre des questions telles que la caractérisation, mais également la certification des panneaux. Donc, on ne dit pas que cette filière ne peut pas être rentable, on dit juste qu'il faut la mettre en place, que ça prend du temps, aussi bien en termes de formation que de certification. Et puis finalement, au travers d'un panneau solaire, c'est également un objet qui est lourd, une vingtaine de kilos par panneau, et qui est fragile à transporter. Donc c'est vrai que dans le projet Solar Cycle, on s'était posé de la question de l'exportation de ces panneaux dans des pays plus ensoleillés, dans lesquels finalement l'ensoleillement permettrait de finalement compenser la perte de rendement du panneau due à son âge. Et là, nous sommes confrontés exclusivement à des problèmes de coûts d'approvisionnement des panneaux à l'étranger et de main-d'œuvre qualifiée pour porter ces panneaux. Donc, on voit que si une filière est créée de réutilisation des panneaux en Belgique, il faut, former correctement les opérateurs à l'enlèvement de ces panneaux, sans quoi ceux-ci sont fortement endommagés, même si visuellement on ne le voit pas. Deuxièmement, il faut une certification forte. Et troisièmement, il faut établir une filière qui sera locale. Donc, y a-t-il un marché en filière locale pour réutiliser ces panneaux? La question reste ouverte pour l'instant. Et donc, nous ne sommes pas concentrés sur cette filière-là, dans le cas du Solar Cycle, mais c'est une filière qui reste encore à l'heure actuelle ouverte. Alors, je vais rapidement passer sur la composition d'un panneau solaire. Alors, un panneau solaire, c'est un peu comme un millefeuille. Moi, j'aime la pâtisserie. Je pense que certains d'entre vous l'aiment aussi. Et donc, on trouve autant de millefeuilles que de pâtissiers ou de boulangers. Pour les panneaux solaires, c'est exactement la même chose. Dans le cas du projet Solar Cycle, nous avons été confrontés à toute une série de panneaux solaires, des Japonais, des Coréens, des Allemands, des Américains. Et en fait, chacun utilise un peu ces petits trucs et astuces pour fabriquer son panneau. Et donc, on va trouver des polymères qui seront parfois différents et qui vont nous contraindre finalement à adapter nos méthodes. Et ça, c'est important de le garder en tête. De manière générale, un panneau solaire, c'est un millefeuille. Ça va être essentiellement des modules photoélectriques qui vont être encapsulés dans du polymère, de part et d'autre. Ce polymère, c'est de l'EVA.
Cette EVA va assurer l'étanchéité réelle du panneau solaire et en plus va venir dessus un verre. Et ce verre va assurer la rigidité du panneau autour duquel on va y placer un cadre en aluminium. Alors une chose importante dont Grégory a parlé aussi, c'est la backsheet. La backsheet va se retrouver à l'arrière du panneau, étanchéité et retardement au feu. Et cette backsheet est composée de polymères qui sont le plus souvent fluorés. Ça aura son importance dans la suite de l'exposé. Si maintenant nous nous concentrons réellement sur les modules, qui est le cœur de notre panneau photovoltaïque, on va voir que ce module est composé de cellules, cellules individuelles, basées essentiellement sur du silicium, avec une contre-électron en aluminium et un anti-reflet à la surface, et puis après des sérigraphies en argent. Quelle est la composition maintenant réelle, massique d'un panneau solaire? Ce tableau nous permet d'avoir une vision un peu plus claire des différentes proportions de chacun des matériaux qui interviennent dans le panneau solaire. On a tout d'abord le verre, comme le disait Grégory, qui représente approximativement 70% finalement la masse d'un panneau. Et puis vient directement après l'aluminium, 18%, et on voit que cet aluminium contribue aussi pour la valeur économique du panneau. Je voyais dans les questions quelles sont les valeurs que peut-on retirer finalement d'un panneau solaire. On voit que cet aluminium, ce cadre en aluminium, qui peut être facilement enlevé, représente aussi une valeur non négligeable, plus ou moins 30% de la valeur économique du panneau. Ces deux fractions réunies représentent donc plus ou moins 90% de la masse d'un panneau. Donc on parlait de 85% de recyclabilité du panneau, on y est presque, simplement en récupérant le verre et en récupérant l'aluminium. Alors ce qui donne la valeur au panneau, et Grégory en a bien parlé, il a insisté sur ce fait, c'est exclusivement l'argent qui se trouve dans le panneau, donc on le voit à la ligne. Il est présent en très faible quantité, à 0,05%, mais néanmoins il représente plus de 50% de la valeur économique d'un panneau lors de son recyclage. Ou une valeur économique approximativement de 750 € la tonne. Attention, ce sont des valeurs brutes qui peuvent varier en fonction évidemment de la pureté des métaux qu'on va pouvoir retirer et du cours des métaux à l'heure actuelle. Alors, un autre élément important, et Grégory en a parlé également, c'est le silicium. Alors, le silicium, on en a parlé assez peu et au début du projet Ars Solar Cycle, ce n'était pas nécessairement une cible de choix. La cible de choix était clairement les métaux comme le cuivre, le plomb, mais surtout l'argent et l'aluminium. Et le silicium apparaît en 4e position par ordre d'importance en masse dans un panneau solaire. On le voit, 3,56%, donc c'est relativement beaucoup. 36,5 kg pour 1000 tonnes de déchets traités. Malheureusement, le problème, c'est que le silicium, à l'heure actuelle, sur la valeur marché, ne vaut pas grand-chose, à 0,15 € du kilo. Et donc, on voit finalement qu'on ne va pas savoir rentabiliser une ligne de recyclage de panneaux solaires en valorisant le silicium tel quel. Néanmoins, il est quand même intéressant de se centrer un peu sur ce silicium, de s'attarder un peu sur ce silicium, parce que la fabrication réelle des panneaux solaires nécessite de nombreuses gaufrettes, comme on va le voir, mais surtout 50% du coût de production d'un module dépend de ce silicium, donc dépend de la fabrication de cette gaufrette. Donc c'est vraiment le cœur et c'est vraiment un élément fondamental du panneau solaire. Et deuxièmement, encore chose importante, on parle beaucoup d'écologie ces temps-ci et d'empreinte environnementale, la gaufrette de silicium, à elle seule, contribue à plus de 50% de l'empreinte environnementale de la construction d'un panneau solaire. Donc on voit combien elle est vraiment au cœur des attentions pour le fournisseur, pour le fabricant de panneaux solaires. Alors j'ai repris un petit tableau rapide, on ne va pas le repasser en vue complètement, mais c'est juste à part une vue globale du mécanisme de purification de la silice qui est extraite dans les mines jusqu'à la formation d'une gaufrette de silicium. Alors, on voit que c'est un procédé qui est relativement complexe. Il y a 8 étapes différentes. On va partir du mining, on va extraire de la silice, SiO2. Généralement, on va partir de 4,2 tonnes de silice pour obtenir au final 300 kg de gaufrette. Ça vous donne un peu finalement l'ampleur de la nécessité de purification et donc de l'élimination de déchets tout au cours de cette étape de purification. Une remarque importante, et donc là j'attire votre attention, on va voir l'avant-dernière ligne de mon tableau, on va voir 1 tonne de silicium 99,9999, c'est ce qu'on appelle le silicium 6N. Le silicium 6N, ça veut dire qu'on a 6,9, et c'est la pureté requise, enfin du moins la pureté qui était requise dans le passé, il y a 10-20 ans, pour pouvoir en usiner des gaufrettes. Alors comment est-ce que ça fonctionne du point de vue technique? Très simplement, on va purifier le silicium jusqu'à arriver à une pureté de 99,9999, et puis on va en faire des lingots, et ce silicium, ce lingot va être ensuite usiné, coupé, pour en faire des gaufrettes. Ce qui explique le fait que quand bien même nous avons 1 tonne de silicium de haute pureté, nous allons perdre une grande partie de ce silicium lors de l'usinage des gaufrettes. Et donc, juste à titre informatif,
une entreprise belge est leader dans le domaine justement des sillages de ces gaufrettes, c'est l'entreprise Bekaert, flamande que vous connaissez peut-être, qui vend justement ces fils diamantés partout dans le monde. Et donc, lors de l'usinage de ces gaufrettes, on va évidemment perdre une grande partie de ce silicium de haute pureté de par le sillage. Il faut se dire, grosso modo, de gaufrettes, c'est entre 400 et 180 microns. Vous imaginez bien que le fil fait plus ou moins cette taille, et donc on va diviser par deux la quantité de gaufrettes qu'on va obtenir au travers de la matière. Alors, du point de vue énergétique, maintenant, on va remarquer que la première étape, qui conduit simplement à passer de la silice jusqu'au silicium métallurgique, va consommer 11 MWh par tonne, ce qui contribue plus ou moins à 10% du total de l'énergie nécessaire pour fabriquer ces gaufrettes. Et 90% de l'énergie nécessaire pour fabriquer ces gaufrettes se localise exclusivement dans les étapes supérieures, les étapes de purification extrême. Donc, pour passer d'un silicium 99% à un silicium 6N, on a besoin d'énormément d'énergie. On va passer par des phases vapeur, des distillations, et ensuite, on va encore consommer énormément d'énergie pour scier proprement les gaufrettes, éviter de les casser et de perdre d'énergie. Alors, en parallèle, évidemment, on a l'évolution du prix, d'autant plus ici en Bitcoin, surtout à l'heure actuelle, comme on le voit. Donc, on va avoir un prix qui est relativement bon marché pour la silice au départ, et au fur et à mesure, on va accroître la pureté du silicium et qu'on va se diriger vers un produit fini qui est une gaufrette, on va augmenter fortement la valeur. Et donc, on se rend bien compte dans un process de recyclage qu'on a tout intérêt à aller vers des fractions les plus pures possibles, si c'est du silicium, si on veut pouvoir en retirer un bénéfice, et pourquoi pas vers les gaufrettes, c'est l'idée. Alors, dans le cas du projet Solar Cycle, nous avions mis en place deux catégories, comme je vous l'ai dit, une catégorie de panneaux faiblement endommagés, une catégorie de panneaux qui étaient plus endommagés et qui devaient systématiquement passer dans ce qu'on appelait plutôt du recyclage plutôt que de la réutilisation. Alors, l'idée était de se dire pourquoi ne pas faire finalement une solution hybride, recyclage, réutilisation. Grégory en a un peu parlé au travers de la possibilité de surfaçage, de récupérer les gaufrettes et de les réutiliser. Il a dit, bon, c'est une méthode qu'on n'a pas nécessairement utilisée et il a tout à fait raison. Parce que l'idée serait quoi? Ce serait de se dire, si on arrive à ouvrir proprement le panneau, si on arrive à enlever le verre qui est en surface, qui représente déjà 70% de la masse, on aura accès aux gaufrettes de silicium. Et comme je viens de vous le démontrer, ces gaufrettes de silicium, finalement, c'est la valeur, c'est le trésor qui est contenu dans le panneau solaire. Donc, plusieurs études de recherche ont été menées, pas nécessairement ici au GreenMat, surtout à l'extérieur. Beaucoup de groupes scientifiques se sont engagés dans la conquête justement de l'ouverture de ces panneaux. Et pour nous, ça semble une fausse bonne solution. En fait. Pourquoi? Simplement parce qu'on va tout d'abord devoir analyser le panneau systématiquement avant le traitement. Ça n'a aucun intérêt d'essayer de récupérer une gaufrette si 90% ou même 50% des gaufrettes seront brisées avant même l'ouverture du panneau. Ça, c'est déjà une grosse problématique. La deuxième problématique, c'est de disposer d'une classification des panneaux par les fabricants, donc finalement un cadastre, ce que nous n'avons pas. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous, si vous avez installé des panneaux sur votre toit, la plupart des personnes se soucient assez peu de la marque et de l'origine des panneaux qu'ils installent sur le toit. Souvent, le prix est le premier élément déterminant pour le particulier qui va placer les panneaux sur son toit. Là est un problème également, parce qu'en fonction du type de panneau qu'on a placé, on va avoir des types de polymères différents, on va aussi avoir des morphologies de gaufrettes, des épaisseurs de gaufrettes différentes. Et pour simplement vous donner un ordre d'idée, il y a 10 ou 15 ans, une gaufrette de silicium faisait 400 microns d'épaisseur. Aujourd'hui, nous sommes à 180 microns d'épaisseur. Ce qui est logique au vu de ce que je vous ai dit, puisque le producteur, le fournisseur, va avoir tendance à diminuer la quantité de silicium qu'il va mettre dans le panneau, vu que c'est lui qui contribue pour le plus au coût du panneau. Et donc, la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est nous allons avoir affaire à des panneaux qui ont une vingtaine d'années d'âge, dans lesquels les siliciums qu'on va récupérer ne correspondent pas nécessairement au standard actuel. Et donc, allons-nous, quand bien même nous allons récupérer une gaufrette entière, pouvoir la revendre sur le marché alors qu'elle ne correspond pas aux spécifications actuelles? C'est une réelle question. Il en est de même avec les quantités d'argent. On voit que les quantités d'argent diminuent dans le temps. Et donc, évidemment, la rentabilité de recyclage peut aussi en prendre un coup sur le nombre d'années. Alors, on voit évidemment qu'il faut éviter les contraintes. Donc, ça veut dire que, de nouveau, et là, on revient un peu sur la problématique que j'avais évoquée, il faut former les opérateurs à pouvoir récupérer les panneaux. Et quand on est dans un centre de tri qu'on récupère un panneau, on ne sait pas, évidemment, si l'opérateur a été formé à récupérer correctement un panneau. On a une réduction forte des cadences de traitement. C'est panneau par panneau. On l'a bien vu, comme Grégory l'a montré dans son petit film, on va enlever le cadre. En enlevant le cadre, dans la plupart des cas, le verre qui se trouve à la surface explose. C'est un verre sécurite
des contraintes naissent dans le panneau et les cellules sont brisées. Donc, il faut faire les choses de manière posée, de manière à pouvoir récupérer un verre entier, dans ce cas-ci, et des cellules entières. Et pour terminer, un panneau solaire, il est composé, comme on l'a vu, de gaufrettes qui sont encapsulées dans un polymère. Et l'objectif de cette encapsulation, finalement, c'est l'étanchéité du panneau. Donc, on va se battre pour quelque chose qui est compliqué. Donc, les producteurs ont mis en place toute une série de stratégies, toute une série de polymères. Donc, l'objectif est d'éviter justement la pénétration solvant dans le sein du laminat pour pouvoir l'enlever facilement. Donc, ça devient assez compliqué. Alors, des études sont menées depuis de nombreux groupes. Ici, j'ai pris une étude de 2001, par exemple, qui montre l'utilisation de solvants comme le trichloroéthylène ou le dichlorobenzène. Ce n'est pas nécessairement des solvants avec lesquels on aime travailler. Et puis, surtout, on voit quoi? On voit qu'on va devoir travailler sur des temps de séjour qui sont très longs. Alors, on se doute bien, on va avoir une glace, on va avoir du verre qui va compresser. On a une difficulté réelle de la part du solvant de pénétrer en dessous de cette glace pour pouvoir ensuite décapsuler vraiment et ouvrir le panneau solaire. Donc, pour nous, ça nous semblait une fausse bonne idée. Et dans le projet Solar Cycle, nous avons décidé finalement de regrouper ces deux fractions, les faiblement endommagées et les fortement endommagées, de manière à n'avoir qu'un seul flux sur lequel nous pourrions travailler. Alors, la première technique de démantèlement qui vient à l'esprit de chacun, évidemment, c'est on a du polymère, on va avoir un multicouche dans lequel se trouve un polymère. Le polymère, ça a la chance de pouvoir brûler, on va pouvoir le pyrolyser, on va pouvoir le mettre dans un four. Éliminer ce polymère, si on a éliminé le polymère, tout naturellement, le panneau devrait s'ouvrir, on devrait pouvoir récupérer les fractions plus facilement. Alors, la première image est intéressante, c'est une image qu'on a prise, une photo qu'on a prise lorsqu'on a réalisé la première calcination d'un panneau dans un four industriel. Et donc, on ne s'attendait pas spécialement à ça, on a augmenté la température. Il faut être minimum à 500 degrés si on veut voir un effet, entre 500 et 600 degrés. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on a l'autocombustion du panneau dans le four, difficulté de pénétration de l'oxygène au sein des différentes lamelles dans le four du panneau. Et là, on a l'auto-embrasement, on a des flammes qui naissent et on a une perte totale du contrôle, finalement, du procédé de pyrolyse, ce qui est un réel problème. Parce que là, les températures dans le four augmentent fortement et donc on a des détériorations complètes des matériaux. Alors, je vous ai mis une petite photo sur le côté qui montre une gaufrette. Là, ça a été fait dans un four conventionnel au grid mat. On voit chauffage à 450 degrés de la gaufrette, il n'y a pas spécifiquement de problème. Et puis, dès qu'on augmente cette température vers 600 degrés, on voit un bullage de l'argent qui est parfois mélangé à du plomb et de l'étain pour diminuer la température de fusion. Et donc, on risque d'avoir une perte d'argent, alors qu'on ne veut surtout pas perdre l'argent, parce que c'est lui qui donne la valeur économique au panneau, au recyclage. Et puis, surtout, plus problématique, si on veut récupérer le silicium, et qui plus est du silicium pur, on veut éviter cette pollution de ce silicium par des métaux. Et lorsqu'on regarde les micrographies que je vous montre, on voit qu'il y a une diffusion réelle de l'argent sur la gaufrette de silicium, ce qui va rendre un peu plus compliqué encore l'extraction d'un silicium pur et la récupération de l'argent. Alors, face à ces problématiques, on s'est dit probablement qu'on pourrait récupérer ces fractions d'une manière ou l'autre, de manière automatisée, mais le problème principal est ensuite de pouvoir séparer ces fractions. Quand bien même nous arriverions à maîtriser le process thermique, de traitement thermique, ce serait de les séparer. Alors ici, à l'université, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité le panneau et puis après on a demandé à nos chercheurs de mettre des gants et d'aller chercher les différentes fractions. Donc vous avez là des fractions qui sont bien séparées, qui sont plus ou moins propres, 4 fractions différentes après le traitement thermique, le verre, la gaufrette, le connecteur et la fraction fine, comme le montrait Grégory. Le problème, évidemment, c'est que si du point de vue industriel, on veut mécaniser tout ça, on va être face à des gaufrettes qui sont très friables. Alors, on n'est pas en présentiel, donc je ne sais pas vous montrer la friabilité d'une gaufrette, mais je peux vous assurer que les gaufrettes sont très friables, entre 400 et 180 microns d'épaisseur, très cassant, donc vous doutez bien que c'est assez compliqué, et que tout procédé qui va essayer de les séparer va être confronté à un problème, à un moment donné, de mélange des fractions. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit sur la fraction verre, on voit des morceaux noirs qui apparaissent. Ces morceaux noirs, c'est en partie des petits morceaux de gaufrette de silicium qui n'ont pas su être séparés par notre opérateur. Alors, on a une fraction fine, et cette fraction fine, c'est un mélange de quoi? C'est un mélange de gaufrette, de particules de verre, parfois de métaux précieux, parfois de métaux comme de l'argent qui est présent. Et on risque de se retrouver au final avec quoi? Avec des fractions qui risquent d'être compliquées à séparer, à purifier, du moins si on veut des purifications importantes, comme je viens de le démontrer au travers du silicium. Alors, une autre problématique d'une calcination et d'une pyrolyse, c'est finalement toute la série de composés qui vont être émis. Alors là, c'est une étude récente, en 2019, qui a été publiée par des chercheurs qui ont travaillé sur l'EVA.
Et donc ça, c'en est important, ils n'ont travaillé que sur l'EVA dans ce cas-ci, et ils démontrent que lorsqu'on va pyrolyser un EVA à 500 degrés, sachant que nous, on est même parfois plus haut que 500 degrés, on a plus ou moins 28 composants qui sont dégagés. Alors, ça va de choses relativement inoffensives comme de l'acide acétique sur des choses qui sont un peu plus méchantes comme le benzène ou le toluène. Donc, ce sont des gaz qui doivent être systématiquement traités. Alors, attention également qu'on a une difficulté d'une pyrolyse complète, comme on le disait, c'est une encapsulation, donc l'oxygène est parfois un peu compliqué de rentrer dans le panneau, et donc on a plutôt tendance à former des choses des gaz qui doivent être systématiquement traités. Alors, cette étude n'a pas pris en compte la backsheet. Et ça a son importance. Je vous ai parlé tout à l'heure que la backsheet assure l'étanchéité à l'arrière du polymère, à l'arrière du panneau, pardon. Et cette backsheet comporte souvent des polymères fluorés. Alors, je vous laisse imaginer, si on se met à calciner des backsheets contenant des polymères fluorés, ce qu'on va retrouver, on risque de retrouver des composés comme ceux que je vous montre, avec des fluorures dedans, avec des ions fluorures dedans. Et surtout, on risque à un moment donné de dégager du HF. Ce sera inéluctable, et donc le traitement des gaz n'en sera que plus onéreux. Alors, ce qu'on a fait au GreenMat dans le cadre du projet, on s'est dit il faut essayer de passer sur des technologies plus innovantes, c'est un peu notre métier et notre objectif, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de travailler plutôt en réacteur, alors batch to batch, c'était notre objectif ici, et d'essayer de désencapsuler ce panneau, car comme je l'ai démontré, le verre représente une masse importante. Et on s'est dit, si on veut pouvoir faire quelque chose de ce silicium, le valoriser d'une manière ou l'autre, il faut absolument éviter de contaminer ce silicium par le verre. Car après, ça devient très compliqué de le purifier. Ça nous nécessiterait, dans ce cas-là, de travailler avec de l'acide fluorhydrique, par exemple, qui permettrait d'attaquer le verre avec l'éliminer, ou de travailler avec des solutions très concentrées NaOH, qui est toujours problématique. Donc, on est parti sur une voie de traitement hydrothermal. Comment est-ce que ça fonctionne? De manière assez simple, c'est une cocotte minute, comme celle que vous avez chez vous. Donc, on a un réacteur. Et dans ce réacteur, on va y placer les morceaux de panneaux solaires. On a enlevé le cadre en aluminium, évidemment. On peut découper le panneau solaire. On va le placer dans le réacteur. On va y placer de l'eau, tout simplement. On va sceller ce réacteur et on va monter la température dans le réacteur. Et la montée de la température dans le réacteur, comme on le voit sur le graphique en bas, va s'accompagner d'une augmentation de pression, tout à fait naturellement, comme dans votre cocotte minute, chez vous, exactement la même chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait l'expérience avec différents types de panneaux. Nous avions à notre disposition toute une série de panneaux différents, de producteurs différents. On voit par exemple que pour une température de 200 degrés, on arrive à une pression d'une vingtaine de bars, ce qui est tout à fait gérable en milieu industriel, ce qui n'est pas spécialement compliqué. Et plus intéressant encore, c'est qu'on n'a pas de dégagement gazeux. Donc, autrement dit, lors de la gestion d'une manip comme celle-là, nous n'avons pas de traitement onéreux de gaz à réaliser une fois que nous aurons traité le panneau. Alors, quel est le résultat de ce traitement qui, à la base, semble relativement simple? Si nous plaçons des morceaux de panneaux photovoltaïques dans un réacteur hydrothermal, nous augmentons la pression et la température dans certaines conditions, nous allons pouvoir récupérer 3 fractions. Et ceci est assez intéressant. Nous allons pouvoir récupérer une fraction de verre qui sera exempte de polymère, sur lequel nous aurons très peu de métaux. Donc, c'est une fraction de verre qui est relativement pure, qui correspond finalement au verre tel qu'il est utilisé dans le panneau solaire et qui peut rejoindre directement une filière appropriée pour son recyclage. On va récupérer aussi le laminat, comme vous le voyez, deuxième photo. Et ce laminat est composé de l'EVA qui protège et qui encapsule encore finalement notre gaufrette de silicium avec le précieux argent qui est contenu dans la gaufrette. Et puis nous récupérons ensuite le liquide, et ce liquide n'est rien d'autre que de l'eau. Donc on ne peut pas faire plus écologique qu'utiliser que de l'eau. Et cette eau, alors soit elle va être, comme on le voit, troublée par des polymères, des morceaux de polymères qui se sont dégradés lors de la réaction hydrothermale, soit on va récupérer la backsheet. Et ça va dépendre exclusivement du type de backsheet, donc du type de panneau qu'on a traité. Si on traite des panneaux qui utilisent comme backsheet du polyéthylène haute densité, on va plutôt récupérer la backsheet en fond de réacteur. Et si par contre on travaille sur du terephthalate, alors là on va plutôt décomposer, dépolymériser le terephthalate. Et c'est ce qu'on voit après. On va tamiser l'ensemble du résultat, on va récupérer le verre. Et puis après, simplement par filtration, on va pouvoir récupérer l'acide téréphthalique qui peut même précipiter dans le réacteur sous certaines conditions. Et donc on peut le purifier et on pourrait penser qu'il pourrait être valorisé d'une manière ou de l'autre. Et donc, on voit que cette méthode permet d'une part de séparer le verre de manière extrêmement propre, va nous permettre d'avoir accès à un laminat, ça c'est important aussi, va nous permettre donc de récupérer les polymères, contrairement à une pyrolyse, et surtout, au final, on va récupérer notre eau qui a servi à notre synthèse hydrothermale, qu'on va pouvoir de nouveau réinjecter dans notre réacteur et recommencer le cycle. Alors, on l'a fait 3-4 fois.
On n'a vu aucune différence de résultat. Donc, on peut se dire qu'on n'a même pas besoin, à l'heure actuelle, de traiter les effluents. Alors, dès qu'on a l'amina, évidemment, ça ouvre des perspectives qui sont tout à fait différentes d'une pyrolyse. On va pouvoir oxyder ce lamina d'une manière ou de l'autre, que ce soit en voie liquide ou par pyrolyse, indépendamment. Et donc, ça va nous permettre d'éviter cette pollution ou cette contamination du silicium par le verre. On va donc récupérer des connecteurs. Si on fait une attaque acide, comme le disait Grégory, on va pouvoir faire de l'hydrométallurgie et donc sortir les métaux. Et donc là, on se trouve face à une extraction, à une valorisation du silicium possible. On voit que le silicium, dans ce cas-ci, est relativement exempt de toute trace d'impureté. Alors, dès qu'on a du silicium comme ça à la sortie, que va-t-on en faire? Comment peut-on le valoriser? C'est la question qu'on se pose. Et là, intuitivement, on va plutôt aller vers le silicium solaire. On se dit, on a du silicium qui à la base est un silicium solaire, donc pourquoi pas le faire rentrer de nouveau dans une filière solaire. Et là, de nouveau, c'est une fausse bonne idée, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'au cours des années, les fabricants de panneaux solaires ont eu tendance à accroître la pureté de leur silicium. Alors, comme je vous l'ai mentionné, ils ont tendance à diminuer l'épaisseur de la gaufrette pour des questions de coût, mais ils ont aussi tendance à augmenter la pureté de ce silicium de manière à avoir des panneaux solaires qui sont plus performants. Donc finalement, placer moins de panneaux sur votre toit, mais avec une performance plus importante, c'est important. Et donc on voit finalement que le silicium qu'on retire, qui est un silicium qui a 20 ans d'âge, il vient d'un panneau solaire qui est resté 20 ans sur un toit, n'a plus nécessairement les spécifications requises pour rentrer dans la filière solaire comme on aimerait le faire rentrer. Alors, on a également une présence d'une couche anti-reflet, j'en ai parlé également, qui est un nitrure de silicium qui est en surface. Et à l'heure actuelle, dans notre procédé, on n'a pas travaillé sur cette couche anti-reflet, elle est toujours présente. Éliminer cette couche anti-reflet nécessiterait de travailler, dans ce cas-ci, avec de l'acide fluorhydrique, ce qui pose toujours un problème du point de vue environnemental et d'un point de vue économique et industriel. Et on termine évidemment par le lavage. Ce silicium doit être lavé, mais nous ne sommes pas sûrs à ce stade que les impuretés qui seraient issues par exemple des métaux que ne sont pas toujours présentes par adsorption sur le panneau solaire. En conclusion, nous nous retrouvons avec un silicium qui finalement n'a pas nécessairement les caractéristiques nécessaires pour rentrer dans la filière solaire, ou du moins s'il rentre dans la filière solaire, devrait rentrer alors plutôt comme un silicium métallurgique. Et on le voit dans la chaîne de valorisation, le faire rentrer comme silicium métallurgique nécessiterait une purification importante et une consommation énergétique importante pour pouvoir le purifier et de nouveau le faire rentrer. Et donc c'est pour ça que nous avons pensé plutôt utiliser une des caractéristiques de silicium qui est sa friabilité. Nous avons à notre portée un silicium qui est relativement cassant, épaisseur très fine, et donc on s'est dit plutôt que de valoriser silicium comme silicium solaire, valorisons-le dans une autre application. Essayons déjà d'en faire une poudre. Est-ce possible d'en faire une poudre? Alors, un petit rappel, une gaufrette de silicium, c'est plus ou moins 10 grammes de silicium. Un panneau solaire, c'est 72 cellules. Donc, on a quand même un gisement de 700 grammes de silicium par panneau. Et la valeur de métaux contenus, brut, pour autant que les métaux soient purs, j'insiste sur le fait, c'est plus ou moins 15 € par panneau, à la grosse louche. Si on compare ça au prix de la poudre de silicium sur le marché, et là j'ai été chercher simplement dans des catalogues les prix de grosses firmes, de providers, donc Goodfellow, Aldrich ou encore Johnson Matthey, on va voir que les prix au kilogramme de ces silicium évoluent en fonction d'une part de la pureté du silicium qu'on peut livrer et d'autre part de la granulométrie. Alors un calcul simple, une règle de 3 simple, nous montre que pour un prix de 216 € du kilo de silicium, avec la quantité de silicium contenue dans votre panneau, 700 grammes, ça nous donnerait plus ou moins une valeur de 150 € par panneau. Alors, je vous arrête directement. N'allez pas enlever les panneaux sur les toits de vos voisins pour aller les amener chez Comet, même si peut-être ça ferait leur bonheur. Mais il n'y a pas réellement 150 € dans un panneau. Il faut se dire qu'à partir du moment où on travaille des tonnages très importants, on va avoir une marge qui va diminuer fortement. Mais cela ouvre des perspectives nouvelles pour pouvoir financer des procédés plus propres de valorisation. Et c'est en ça que c'est intéressant. On sait bien que lorsqu'on travaille sur des nouveaux matériaux, quand bien même on aurait 150 €, mais on n'aura pas 150 €, on aurait un dixième de cette valeur, on voit qu'on peut fortement augmenter évidemment la rentabilité au niveau de la valorisation et surtout mettre en œuvre des procédés de recyclage qui seraient plus propres et donc vers aller des choses qui sont plus complexes. C'est ça l'objectif. Alors au GreenMat, nous sommes impliqués dans de nombreux projets dans le domaine des batteries, c'est notre spécialité avant tout. Et donc, on s'est dit, si on a accès à des poudres de silicium, alors pourquoi ne pas aller vers complètement une nouvelle application, sortir du cadre complètement, ne pas utiliser silicium
pour en refaire des panneaux solaires, mais utiliser ce silicium dans une nouvelle application qui est émergente, qui voit le jour, mais pour laquelle il reste encore beaucoup de défis technologiques. Et cette application, c'est les batteries lithium-ion, entre autres. J'ai mis ici un schéma rapide. L'objectif n'est pas de faire une conférence sur les batteries lithium-ion. Il y en a probablement déjà eu, il y en aura encore dans le futur. Mais l'objectif, c'est de vous montrer comment fonctionne une batterie et quels sont les composants principaux. Alors, le composant principal, il y en a 4. On va avoir une anode. Cette anode, c'est essentiellement du graphite. Et puis après, on va avoir une cathode dans laquelle contient du cobalt. À l'heure actuelle, si vous écoutez les actualités, vous savez qu'il y a beaucoup de tergiversations sur la récupération du cobalt. Comment peut-on récupérer ce cobalt? C'est vraiment un réel problème. Et alors, on va avoir un électrolyte qui va permettre la migration des ions lithium entre les deux électrodes et un séparateur. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est l'anode. L'anode est faite en graphite. À l'heure actuelle, dans vos GSM, vous avez un composé de cathode à base de cobalt et vous avez une anode qui est composée de graphite. Si on regarde les propriétés électrochimiques du silicium, c'est le petit tableau que j'ai mis en bas, comparativement au graphite, ce qu'on voit, c'est que la capacité théorique, donc la quantité d'énergie qu'on va pouvoir stocker dans du silicium, est 10 fois supérieure à celle du graphite. Et on a démontré au cours des dernières années, 4-5 dernières années, qu'une partie du graphite pourrait être substituée par du silicium dans les batteries. Alors une partie, ça veut dire un faible pourcentage, quelques pourcents, de 5 à 10%, et le fait de substituer finalement ce graphite permettrait d'augmenter la capacité de la batterie. Et quand on sait aujourd'hui toutes les recherches qui sont faites dans le domaine pour augmenter les capacités de batterie, augmenter l'autonomie des batteries, surtout dans le domaine des véhicules, ben on voit directement l'importance et surtout la quantité de silicium dont on aurait besoin si on commence à parler du marché de l'automobile ou du marché de la portabilité pour les portables, les GSM, etc. Donc, la problématique actuelle au niveau du silicium, c'est qu'on a 3 verrous technologiques. Alors ça, en théorie, effectivement, le silicium pourrait substituer. On a 3 verrous technologiques qui sont tout d'abord l'expansion volumique. Lorsqu'on va prendre une particule de silicium et qu'on va la lissier, qu'on va faire rentrer les ions lithium dans cette particule de silicium, on va observer ce qu'on appelle une expansion volumique. Donc, autrement dit, la particule va grossir. Elle ne grossit pas un peu, mais elle grossit beaucoup, exagérément, 3 fois sa taille. Et donc, on imagine dans votre GSM une électrode qui se met à occuper 3 fois plus de place que ce qui était prévu au départ. Ça pose des problèmes de miniaturisation, mais ça pose aussi des problèmes de connectique et donc de délamination. C'est ce qu'on voit, c'est la deuxième problématique. On voit généralement que les composés d'anode comme de cathode sont placés sur des contre-électrodes et le fait de grossir et de dégrossir, à un moment donné, va conduire à la déconnexion. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème réside dans ce qu'on appelle la passivation. Donc, les particules de silicium vont réagir avec l'électrolyte. Donc, c'est le liquide qui permet d'amener les ions lithium de la cathode à l'anode et de l'anode à la cathode, et qui vont finalement, cette couche va empêcher les ions lithium de rentrer dans le composé, et on va avoir une perte forte de capacité de la batterie. Alors, la stratégie que nous avons adoptée au GreenMat, c'était de se dire, nous avons à notre disposition une poudre de silicium qui peut être broyée très finement. Donc, réduisons fortement la taille. Ça va permettre d'augmenter fortement la valeur du silicium, parce que plus il est petit, plus il vaut cher. Et donc, travaillons sur la fabrication de nanoparticules par broyage. Deuxièmement, essayons de réduire le problème de passivation en encapsulant ces particules de silicium avec une couche protectrice. Et c'est ce qu'on a fait, c'est le petit schéma que vous voyez en bas. Donc, on a nos particules de silicium qui sont en bleu, et autour de ces particules de silicium, qui sont nanométriques, on va y placer une couche de carbone qui va jouer un rôle d'interface et qui va empêcher ou diminuer, réduire cette passivation. Et puis, pour contenir cette expansion volumique, ce grossissement et cette diminution de taille, on va créer une granule. Et dans cette granule, on va y mettre quoi? Ici, on y a mis des nanotubes de carbone. On va créer un réseau, un peu comme un filet de pêche, dans lequel on va mettre nos particules de silicium. Et quand ces particules vont croître, elles auront l'espace pour croître. C'est l'idée. Alors, le procédé que nous avons développé est un procédé en 5 étapes. Attention qu'ici, les résultats que je montre sont des résultats qui sont basés sur l'utilisation de gaufrettes neuves, parce que l'objectif était tout d'abord de démontrer la faisabilité d'utiliser du silicium d'origine solaire comme matériau d'anode. C'était la première chose à faire avant même d'utiliser du silicium issu du recyclage. On va prendre des gaufrettes de silicium solaire, on va les lixivier, enlever les métaux, comme ce serait fait dans l'industrie pour récupérer une certaine valeur au niveau des métaux. On va ensuite broyer grossièrement, puis de plus en plus finement pour obtenir des nanoparticules de silicium. On va les mettre en suspension avec des additifs carbonés. Et finalement, on va passer par une étape de séchage. Là, vous avez une photo du laboratoire dans lequel on fait ça, au sein du GreenMat, pour former cette poudre, cette granule
dans lequel va être dispersé de manière tout à fait homogène les particules de silicium. Et puis pour finir, on passe par une étape de calcination pour faire apparaître à la surface de ces particules de silicium notre fameux carbone qui va empêcher la passivation, qui est vraiment un verrou technologique à l'heure actuelle. Alors, quels sont les résultats rapidement? Je ne vais pas rentrer en détail, il y a énormément de résultats. J'ai pris simplement ici un graphique pour vous montrer l'évolution des courbes. On a réalisé des batteries et j'ai repris un seul graphique qui montre l'évolution de la capacité. Donc, la capacité, c'est la quantité d'énergie contenue dans notre composé, c'est l'idée, en fonction du nombre de cycles. Alors, il y a plusieurs informations importantes sur le graphique. Premièrement, on voit qu'on a fait cycler la batterie 1400 fois. Alors, 1400 cycles, ça correspond plus ou moins pour une batterie de GSM à plus de 3 ans. Donc, ça veut dire qu'on a fait cycler notre pile plus ou moins 3 ans. Et on voit qu'on n'a pas du tout de perte de capacité. Donc, finalement, c'est que la stratégie que nous avons adoptée, cette déconnexion n'a pas lieu. Même chose en ce qui concerne la passivation. Elle n'a pas lieu grâce à la stratégie qui a été mise en place. Deuxième chose, nous avons fait ces types de cyclage de manière assez rapide. Alors, vous voyez apparaître un 1C à la surface. Donc, ça veut dire que nous mettons 1 heure pour charger la batterie et nous mettons 1 heure pour la décharger. Alors, nous, évidemment, au laboratoire, on n'a pas attendu 3 ans et demi pour voir les résultats. Et donc, on a fait ça beaucoup plus rapidement. Donc, on a mis beaucoup plus de contraintes sur la batterie que ce qui est habituellement appliqué sur une vraie batterie de GSM. Et ce qu'on voit, c'est que la batterie tient très bien. Et donc, c'est important. Et la dernière information importante, c'est qu'on a 1200 mAh par gramme. On a fixé cette valeur nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'aller plus haut de toute façon. Et ces 1200 mAh par gramme sont 3 fois supérieurs à la capacité du carbone graphite. Donc, on voit qu'au travers de la stratégie qui a été adoptée, on est capable d'utiliser un silicium d'origine solaire pour en faire une nouvelle application, pour en faire un nouveau matériau. Parce que dans ce cas-ci, on est parti du silicium, on y a ajouté du carbone, on fabrique un nouveau matériau à très haute valeur ajoutée. Alors, quelles sont les perspectives maintenant pour le futur au vu de ces résultats? Tout d'abord, c'est de mettre en place à l'échelle pilote la fabrication de cette fameuse poudre composite, parce qu'on a des demandes pour utiliser ces poudres dans le domaine des batteries. Alors, on ne peut pas se concentrer uniquement sur quelques grammes et se contenter de quelques grammes. À l'heure actuelle, on travaille à l'échelle laboratoire. Et donc, l'objectif, c'est de passer à plusieurs kilogrammes et au moins 1 kilogramme par semaine. Ça, c'est l'objectif pour pouvoir faire des essais à échelle pilote dans des batteries beaucoup plus grosses que les petites piles boutons ou les push-cells sur lesquels nous travaillons. Et la deuxième perspective, évidemment, c'est prouver la faisabilité d'utiliser le silicium issu du recyclage de panneaux. On a à notre disposition maintenant ce silicium. Pouvons-nous utiliser ce silicium pour l'incorporer dans les batteries? Et donc là, il y a toute une étude qui doit être faite, qui est beaucoup plus théorique, évidemment, sur l'influence des impuretés qui risquent d'être présentes, parce que le procédé qu'on vous a montré ne prend pas encore en compte toutes les impuretés qui pourraient être présentes, et quel est le taux maximal d'impuretés autorisées pour autoriser ce silicium à rentrer dans une nouvelle filière qui serait une filière batterie. Voilà. Et ça, c'est un nouveau projet qui démarre, le projet Pure Silicon en collaboration avec Comet Traitement, en septembre 2021, donc c'est tout proche. Alors, je tiens à remercier tous les partenaires de ce projet, donc GRECMA, Comet Traitement, la région Wallonne, évidemment, qui a cru au projet déjà en 2012, donc c'était important, le pôle Mécatech qui nous a soutenus, le FNRS également, parce qu'une partie des recherches qui ont été effectuées dans le batterie sont des recherches fondamentales, clairement. Il y avait des verrous technologiques à faire sauter. Et alors, je remercie évidemment vivement et chaleureusement tous les chercheurs de GreenMat qui ont contribué de manière très dynamique et très inventive à faire de ces projets vraiment une réelle réussite. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition.